Alors merci à tout le monde pour la qualité de ce colloque. C'est un peu difficile de prendre la parole en dernier alors que tellement de choses intéressantes, intelligentes, bien documentées ont été dites, mais je vais quand même relever le défi puisque j'étais là dans l'horaire. Donc voilà, je vais déjà décevoir Louis, puisque la fête frivole, c'est pas du tout léger, en fait, c'est même assez grave, et c'est une citation de Hans Jonas, c'est pour ça que c'est entre guillemets. Alors, on aurait pu donner d'autres noms, comme par exemple le banquet d'Épiméthée ou des choses comme ça, mais je vais essayer donc de reprendre la question des temporalités, plutôt que du temps, finalement. En choisissant le terme temporalité de l'écologie, ce que nous avons voulu faire avec Dominique, c'était surtout penser le point de vue du vécu, hein, comment vivons-nous le temps, et donc c'est assez heureux que je suive l'exposé de Louis, parce que je vais reprendre l'Anthropocène, mais d'un point de vue du vécu cette fois-ci, en partant du constat que, en fait, si les scientifiques, alors qu'on appelle à Louvain du haut de la ville, donc des sciences de la nature et des sciences de la terre, sont perplexes face à cette notion, et tu nous as bien expliqué, donc je vais pas reprendre ça du tout, sont très perplexes. En réalité, cette dénomination a eu énormément de succès dans les sciences sociales, dans les sciences humaines et dans le grand public. Donc finalement, les journalistes, etc., s'en sont emparés parce que ça parle. Alors, je vais essayer de voir pourquoi ça parle. Il me semble qu'il faudrait commencer par le fait qu'on a affaire, comme pour l'habitabilité, à un concept qui est hybride, qui est frontalier, qui est à la fois descriptif et normatif, ou en tout cas axiologique. Il est certainement porteur de valeurs. Donc, je voudrais souligner le fait que dans le terme d'anthropocène, en fait, il y a l'idée d'un moment à partir duquel les humains auraient pesé à une échelle planétaire, à une échelle géologique sur leur environnement, sur leur lieu, alors que pendant très longtemps, ils se sont conçus en fait comme vivant dans une enclave et qu'il y avait une stabilité, une pérennité de ce lieu dans lequel ils s'inscrivaient. Donc l'Holocène, typiquement, la stabilité de l'Holocène, tout à coup leur apparaît comme mise en danger par leur propre action. Alors, c'est vraiment cette idée de rechercher la cause, rechercher l'origine. Charlotte en a déjà parlé aussi. Finalement, qui est responsable de ce démarrage? À quel moment doit-on dater ce démarrage du poids et de la cause de ce changement? Donc, finalement, on pose la question d'emblée, me semble-t-il, de la responsabilité. Alors, c'est pas évidemment la même question que la question de la datation possible, comme on vient de le voir, des traces géologiques, etc. Mais je pense que c'est parce que se trouve la question de la cause, de l'origine et donc de la responsabilité que les sciences sociales ont beaucoup apprécié ce terme, avec évidemment des déclinaisons possible, selon que précisément on datait les choses, comme le faisait Dominique Bourg au XVIIe siècle, et donc on va parler de mécanocène, ou bien qu'on parle, si on impute la responsabilité aux colonies, on va parler de plantationocène, etc. Donc on voit bien que toutes les déclinaisons auxquelles les sciences sociales se livrent sont en fait liées à cette question de la responsabilité et pas des traces géologiques. Alors, donc je vais partir de cette question-là, c'est-à-dire que il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une époque dans laquelle nous nous sentons responsables d'un déséquilibre. Et donc, comment se fait-il que cette terminologie ait tellement de succès et que la réponse se fasse tellement attendre? Alors, je vais essayer de faire quelques hypothèses. Je ne vais pas du tout avancer quelque chose une hypothèse forte, mais je vais essayer plutôt de clarifier des notions qui permettraient de voir à certains endroits peut-être des blocages de notre action, la difficulté de prendre les responsabilités qui nous incombent et que nous reconnaissons par le fait même que nous sommes attirés par ce terme. Alors,
Ce qu'il faudrait d'abord constater, c'est que tout à coup, nous avons pris conscience que la fête à laquelle nous nous étions livrés, on pourrait dire l'orgie, mais tout à coup, nous avons pris conscience du fait que il y avait une rupture de temporalité entre l'action et ses conséquences. Et c'est pour ça que je trouve que le terme de fête frivole chez Jonas est assez heureux. C'est-à-dire que les conséquences que nous voulons pour notre action, par exemple réchauffer notre maison, nous déplacer pour aller au cinéma ou ce genre de choses tout à fait classiques, sont en fait sur le très court terme. Mais par contre, que les conséquences non voulues, les effets secondaires, voire même les effets pervers, ont une durée bien plus longue, voire gigantesque. Parce que pour aller chercher évidemment du pétrole, il faut forer des puits, etc., puiser les ressources fossiles dans les nappes, etc. Et donc, que nous avons un décalage entre la temporalité des conséquences voulues et la temporalité des conséquences non voulues. Et en plus, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y avait une disproportion entre les conséquences directes et puis les conséquences indirectes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences très longues du fait de vouloir se déplacer en voiture pour aller au cinéma, qui sont le forage d'un puits, mais alors il peut y avoir aussi des effets en cascade à partir du forage du puits, fragilisation du sol, etc. Il peut y avoir une marée noire qui vient du fait qu'on transporte du pétrole, etc. Et donc il y a des conséquences très longues, directes ou indirectes, qui peuvent être donc non voulues, secondaires, voire perverses. Donc quand je parle des conséquences perverses, ce que je veux dire, c'est que on peut avoir des effets inversés des conséquences. Quand par exemple on se rend malade avec une surmédication, évidemment, les effets se retournent contre la cause. Et donc ces effets de cascade et ces effets de domino qui se découvrent peu à peu, qui se découvrent dans le temps, parce que bien sûr au moment où on a une innovation technologique, on ne se rend pas compte de tous les effets qui pourraient se produire, et puis surtout des effets en cascade, ce qui fait que j'ai envie d'insister cette fois-ci, non pas tellement sur le Prométhée déchaîné, ça c'est plutôt une expression de Anders et de Jonas, mais plutôt sur les titans déchaînés, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que Épiméthée s'est laissé enchaîner, pendant que Prométhée se déchaînait de plus en plus. Ce que je veux dire, c'est que le décalage en fait entre notre action et le savoir de ce que nous étions en train de faire est peut-être en train de s'agrandir. Quand Arendt disait il y a un décalage entre ce que nous savons et ce que nous faisons, peut-être qu'elle pensait surtout aux effets secondaires, mais maintenant ce qu'on découvre, ce sont des cascades d'effets secondaires et des interactions entre les cascades. Je vais y revenir. Et donc, pendant que Prométhée se déchaîne, on a l'impression que c'est Épiméthée qui enchaînait. Donc, vous savez que dans les mythes antiques, Prométhée, après avoir déchaîné l'artificialisation des humains, après avoir apporté le feu aux humains, a été enchaîné sur le rocher du Caucase. Mais ici, je pense que justement, c'est Épiméthée qui est enchaîné, et nous découvrons cela. Donc, ce qui me semble relever de la fête frivole, c'est que les effets non voulus, les effets secondaires et les effets pervers ont en fait une durée beaucoup plus longue que les effets voulus. Et c'est ce décalage-là qui me semble-t-il, est en train de s'accentuer petit à petit. Donc, bien sûr, il y a une irréversibilité, mais il y a aussi un gigantisme des conséquences, notamment sur le plan temporel. Ce sont donc ces effets de long terme qui, comme on l'a dit hier avec Bruno Villalba, qui ne sont pas du tout le fait de la haine ou du fait de la malveillance, ni quoi que ce soit, qui sont à prendre en considération. Donc cela ne relève ni de la haine, ni de
ni même de l'intention en fait, mais ce sont des effets qui accompagnent des actions voulues. Alors je prends un exemple qui a l'air totalement anodin, mais justement qui est intéressant pour montrer à quel point la fête est frivole. Utiliser un sac en plastique, bon alors maintenant c'est interdit de plus en plus, mais pendant très longtemps on utilisait un sac en plastique parce qu'au marché on achetait du poisson, et c'est pourquoi en toute bienveillance, pour nourrir sa famille, on prend un sac en plastique. L'usage est d'une demi-heure, sauf qu'on voit bien que le fait que ce sac va ne pas être dégradable, échouer sur la plage, intoxiquer des oiseaux, éventuellement étouffer des oiseaux ou intoxiquer des poissons que nous allons manger, eh bien, ça a un effet dont on commence seulement, me semble-t-il, à prendre la mesure. Alors, ce qui jouera, à mon avis, ici comme un blocage pour la responsabilité, c'est justement que dans cette chaîne très longue, l'intention évidemment est différée, ça c'est quelque chose qui est bien connu, mais aussi que la globalisation rend la responsabilité tout à fait diffuse. Et donc curieusement, plus les conséquences sont graves, plus la chaîne que les juristes avaient établie entre l'acteur et le dommage, à savoir le lien causal, plus le lien causal se dilue. Donc ça, c'est à mon avis un premier point qu'il faut souligner, la démesure du temps des effets par rapport au temps la démesure des dommages et des effets non voulus par rapport à la brièveté du temps des effets recherchés. Alors, je voulais souligner un autre choc de temporalité, c'est le fait qu'un temps très long s'est compacté. Et ça, je pense que ça a joué certainement dans l'effet de sidération dont Charlotte parlait ce matin. Et je voulais vous citer pour cela le Printemps silencieux de Rachel Carson. Elle dit « Il a fallu des centaines de milliers d'années pour produire la vie qui peuple maintenant la Terre, des siècles et des siècles pour permettre aux animaux et aux végétaux qui se développaient, évoluaient, se diversifiaient, d'atteindre un état d'harmonieux équilibre avec leur entourage. Celui-ci, le milieu naturel qui modelait et orientait rigoureusement les choses et les êtres, ne contenait pas que des éléments favorables à la vie. Certains rocs, par exemple, émettaient des radiations nocives et le soleil lui-même, source de toute énergie, envoyait de dangereuses ondes ultra courtes dans sa lumière. Mais à condition d'en avoir le temps, un temps qui se compte en millénaires. La vie s'adapte et un équilibre s'est maintenant établi, car le temps est l'ingrédient essentiel. Mais dans le monde moderne, il n'y a pas de temps. La rapidité actuelle des changements, la vitesse à laquelle se créent des situations nouvelles correspondent plus au pas de l'homme, impétueux et irréfléchi, qu'à l'allure pondérée de la nature. Cette rupture en fait entre le temps long des millénaires pendant lesquels la vie s'ajuste, s'adapte et trouve son lieu est télescopée par la rapidité de l'action humaine. Alors, juste pour citer Anne Sionès, donc, je voulais vous citer dans le principe responsabilité à la page 55, l'entreprise à grande échelle de la technologie moderne, donc lui précise, c'est pas simplement le pas de l'homme, c'est le pas technologique de l'homme, qui n'est ni patiente ni lente, comprime en sa totalité et en de nombreux projets particuliers les nombreux pas infimes de l'évolution naturelle en quelques pas colossaux et sacrifie ainsi l'avantage, garantissant la vie, du tâtonnement de la nature. Donc le tâtonnement, en fait, c'est ce que nous ne nous permettons plus parce que nous n'avons plus le temps, alors que la nature tâtonne et la nature peut justement s'adapter. Donc là, cet écrasement en fait du temps long dans des options qui vont être irréversibles, c'est ça bien sûr qui crée le sentiment, je pense,
jouer son va-tout, c'est une expression aussi de Jonas, de jouer son va-tout sur des petites options choisies au détriment de la grande inertie des dommages. Alors, ce que du point de vue du vécu, j'aurais envie de décrire, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler le syndrome du Titanic. Il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le syndrome du Titanic, à savoir que nous avons pris l'ampleur du dégât qui vient de survenir, enfin qui vient, alors je ne vais pas préciser la datation, c'est survenu, voilà, on l'a rencontré, l'iceberg, on l'a rencontré. Et donc on pourrait dire que si nous vivons aujourd'hui l'Anthropocène, c'est comme une espèce de transcendantal historique. Alors là, j'ai envie de dire, nous avons vécu pendant très longtemps la stabilité, on peut même dire que pendant très longtemps on a décrit toujours à partir du cœur de l'Antigone de Sophocle cette idée que les villes étaient des petites enclaves dans un monde stable. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est l'impression qu'il faut absolument sauver le Titanic, un maximum de personnes qui sont sur le Titanic, etc. Et qu'il y a évidemment des réactions très diverses et variées en fonction de la manière dont on va vivre ce moment de stress que certains vont vivre comme sidération. Alors, pour essayer de décrire un petit peu ce syndrome, je voudrais revenir sur la manière dont on en parle et ce que l'on dit, quel est le type de récit que l'on peut avancer. Alors, bien sûr, il y a le premier type de récit qui est centré sur les effets voulus, qui est celui de la planification technoscientifique ou de la programmation. C'est-à-dire qu'on se fixe sur les effets voulus et au détriment des effets non voulus, au détriment de la prévision des effets pervers, etc. Bon, ça évidemment c'est une manière de parler de l'avenir qui est très abstraite puisqu'elle ne prend pas en considération évidemment le contexte dans lequel elle intervient. Ensuite il y a la prévision qui elle va décrire un état du monde futur et qui donc va prévoir les effets voulus et non voulus, qui va essayer de prévoir leur temporalité, etc. Troisième manière de parler de l'avenir, c'est la prédiction. La prédiction intègre à la description le fait que bien, son énonciation va créer des effets. Et donc qu'elle doit être intégrée parmi les effets voulus ou non voulus de cet état du temps futur qu'elle décrit. Et puis, un quatrième type de manière de parler du futur, ce serait la futurisation. Ça, c'est un terme qui vient en fait des scientifiques et que j'ai découvert chez des scientifiques qui décrivent les phénomènes extrêmes et qui parlent de futurisation, c'est-à-dire ce que fait le GIEC, donner un scénario. Si nous faisons ceci, alors nous allons vers cette courbe. Si nous faisons cela, alors nous allons vers cette courbe, etc. Et très curieusement, alors là, il me semble que du côté des sciences de la nature, du côté des sciences de la Terre, on intègre vraiment, grâce à la futurisation, des options libres, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Alors que du côté des sciences sociales et des sciences humaines, parfois on est beaucoup plus dans la prévision, voire la prédiction, mais moins dans la futurisation. Et que la catastrophe est ressentie parfois avec beaucoup moins de liberté et un destin plus accentué du côté des sciences sociales que du côté des sciences naturelles. Enfin, pour le dire vite, des sciences de la Terre. Alors, pour accentuer le sentiment de catastrophe, certains, c'était notamment le cas juste après la guerre, ont créé des espèces d'horloges qui comptaient le temps à rebours, qui disaient voilà, la fin du monde ce sera pour telle date, et donc on va compter à partir de la fin du monde, à combien sommes-nous, à 5 minutes, à 10 minutes, etc. Et donc là, on compte le temps à rebours, et donc on essaie de prévoir
C'est notamment le cas de l'horloge de l'Apocalypse, qui est à Chicago, je pense, qui calcule depuis 1947 quel est le moment de la fin du monde et donc comment on doit pouvoir calculer où on en est. Alors, il me semble que cette manière de concevoir les choses a, ce que Charlotte disait tout à l'heure, peut-être quelque chose de cynique, quoi, il faut se méfier du cynisme, il faut se méfier de ceux que Nietzsche appelait les prêtres, qui se réjouissent de pouvoir annoncer des choses horribles parce que s'ils plongent les autres dans la panique, évidemment, ils peuvent disposer de leur âme. Donc, cette perspective-là me semble effectivement parfois adoptée par certains, mais peut-être pas très, enfin, de toute façon pas très intéressante. Et je ne crois pas que quand Greta Thunberg dit « je voudrais que vous ayez peur, I want you to panic », etc. Je ne pense pas que c'est ça qu'elle veuille dire. Ce qu'elle veut dire, c'est plutôt prenez conscience du fait que la situation est très grave. Et donc, on est plutôt dans l'ordre de la prédiction. De la prédiction dans le sens où je vous prédis le pire pour que vous réagissiez rapidement, fortement, et que donc le pire soit évité. Ça, c'est la prophétie de malheur qui cherche à ne pas dire le futur. Elle dit au présent. Ce sont les prophètes qui disent au présent parce qu'ils perçoivent la situation dans le présent qui est extrêmement délétère et qui veulent justement éviter que leur prophétie se réalise. Donc ils sont heureux d'avoir tort en fait. Et bien sûr, si on se gauche du fait que leur prophétie ne se soit pas réalisée, c'est leur victoire. Donc cette prophétie-là, c'est une prophétie que l'on pourrait appeler une énonciation du futur dans un catastrophisme méthodologique, c'est-à-dire un catastrophisme rationnel et préventif qui suppose de mobiliser une peur méthodologique, une heuristique de la peur. Comprenez que ce que je vous décris, c'est une dystopie et qu'il faut tout faire pour l'écarter. Le problème, évidemment, c'est qu'il faut se tenir avant la catastrophe pour pouvoir se permettre de parler de cette manière-là. Il faut évidemment que la catastrophe n'ait pas encore eu lieu. Si l'iceberg a déjà été touché, évidemment, il est trop tard. Et donc, cette prophétie-là, c'est une prophétie d'alerte, mais qui ne peut pas jouer quand on est déjà dans la catastrophe. Alors, c'est là que les Larère, Catherine et Raphaël Larère, font une différence entre les catastrophistes et les collapsologues, parce que dans Le pire n'est pas certain, ils disent les catastrophistes prophétisent, c'est-à-dire qu'ils disent le malheur pour nous en prévenir. C'est l'ange de Paul Klee qui se cache le visage pour que la catastrophe n'advienne pas, alors que les collapsologues prédisent, donc ils prétendent décrire un état du monde futur, mais ils ne pensent pas que la catastrophe pourra être évitée. Et quand ils prédisent le monde futur, c'est parce qu'ils pensent que l'on restera sur la trajectoire que l'on connaît. Je sais que c'est une tentation forte, puisqu'on voit que depuis le rapport des Meadows, on suit quasiment les courbes qui avaient été décrites comme des courbes futures. Alors, avec Jean-Pierre Dupuy, pour un catastrophisme éclairé, on a une fermeture complète du temps, puisque dans cet ouvrage, Jean-Pierre Dupuy, lui, prétend décrire un monde au futur antérieur, fermer complètement la boucle pour que la dissuasion ait lieu. Et ça, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est possible quand on est de nouveau avant la catastrophe. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, et que ce que
nous avons vu, c'est qu'après une première prise de conscience, ce qu'on pourrait appeler la première génération des lanceurs d'alerte, la première génération, je dirais que c'est Rachel Carson, Günther Anders, Karl Jaspers, Hans Jonas, etc., Ivan Illich, les Meadows, et puis le GIEC en 88. On voit qu'il y a une deuxième génération qui, maintenant, à partir de 2018, est devenue beaucoup plus large, puisque les événements extrêmes sont devenus perceptibles. Et donc maintenant, on voit que nous sommes dans une temporalité de la prise de conscience beaucoup plus large. Alors je n'ose pas dire généraliser, puisque tout à l'heure on m'a dit que j'étais beaucoup trop optimiste et qu'il y avait encore beaucoup de gens qui résistaient. Mais vous voyez qu'il est tout à fait possible que les gens résistent parce que ce qu'on leur tend sous les yeux est inacceptable. Donc je laisse la question du déni, je laisse la question des blocages psychologiques, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est de la diffusion de l'information par les médias, la diffusion évidemment par les scientifiques, ça c'est déjà le cas depuis longtemps, mais aussi pour la perception des dommages et des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, je crois qu'il y a quand même une généralisation qui s'opère. Alors, ici, il me semble qu'il y a une diffraction des temporalités. Il me semble qu'il y a d'abord des personnes qui découvrent des chiffres, qui découvrent des choses, qui découvrent que peut-être il y a un lien entre météo et climat, que peut-être il y a des effets secondaires non voulus ou pervers qui viennent d'une activité humaine massive, etc. Il y a aussi des gens qui sont dans la sidération et qui n'agissent pas. Il y a des gens qui trouvent déjà des solutions pour tenter d'agir et pour tenter de changer leur schéma. Et donc, je le mettrais plutôt dans le sens d'un chemin que nous faisons, qui est de l'ordre de la connaissance, ou le rattrapage peut-être d'Épiméthée par rapport à Prométhée. Alors je voulais maintenant ajouter la question du temps des limites. Le temps des limites ou le temps des seuils, c'est une temporalité qui me semble très particulière. Jonas a écrit en allemand Dem bösen Ende näher, c'est-à-dire plus près du gouffre en fait, plus près de la fin. On pourrait appeler ça au bord du gouffre, c'est-à-dire comme ça qu'on l'a traduit dans d'autres langues, mais en français on a appelé ça pudiquement une éthique pour la nature. Je ne sais pas pourquoi on a appelé ça une éthique pour la nature. Or ce dont il parle, c'est vraiment la question de la limite, et c'est ici qui me semble on entre dans une temporalité qui est peut-être celle de l'urgence ou peut-être celle de l'imminence. Alors le temps de l'imminence, c'est le temps où on se rend compte que, comme dans les courbes en stick de hockey, comme dans les courbes, enfin les hyperboles et les seuils avec les tipping points, etc., on se dit, voilà, on est en train de monter, mais quand va-t-on commencer à descendre? Combien de temps reste-t-on sur le plateau? À quel moment est-ce qu'on va chuter, etc. C'est-à-dire que ce sont souvent des seuils que l'on découvre après les avoir franchis. Et donc, on a un effet de nouveau de temporalité ici, c'est que on ne peut pas prédire. Prométhée est enchaîné ici, ne voit rien à l'avance, il va découvrir que les choses ont basculé. Et donc là, c'est une temporalité qui est très particulière, parce que c'est une temporalité où on a certainement une accélération des effets. Même les membres du GIEC disent le temps se compacte, se comprime, ça va plus vite que prévu, et en même temps, on n'a pas la possibilité vraiment d'anticiper ce qui va se passer. Il me semble que donc pour ça, on devrait parler du temps de l'imminence.
le temps des limites ou le temps des seuils, c'est un temps qui finalement nous met dans une situation d'hypervigilance, parce que nous avons le sentiment de perdre le contrôle de ce que nous faisons. On perd le contrôle de la temporalité que l'on vit. Et ça, c'est une temporalité évidemment qui est extrêmement angoissante. Alors, je vais juste faire une petite différence entre les limites et les points de bascule. La temporalité de la limite, c'est quand on sait qu'on pourrait basculer. Donc, il y a une incertitude sur le moment où on va basculer. Et en même temps, on sait que cette chose va sans doute arriver. Comme le Charlotte disait, elle présente son graphique et puis on passe une limite, et puis 2 limites, et puis 3 limites. Et à chaque fois que tu reprends, pas à chaque fois j'espère, mais quand tu reprends, parfois tu vois, voilà, et tu dis, oui, les limites, on va les franchir. En même temps, quand on voit le modèle du donut, je suppose que vous connaissez le modèle du donut, c'est le modèle dans lequel on devrait se tenir pour que les limites ne soient pas franchies de manière irréversible. Donc là où, disons, on peut avoir un développement humain durable, et bien là on a affaire à des limites plus larges évidemment que le seuil qui lui nous amène à un point de bascule, et souvent un point de bascule qu'on découvre a posteriori. Alors, ici on a affaire à une temporalité qui est en fait bien connue par les Occidentaux, qui est bien connue par le monde de la chrétienté. C'est le monde qui connaît le temps messianique, mais ici il est inversé. En fait, avec saint Paul, ce qu'on nous annonce, c'est que le Christ est venu et il va revenir. Bon, ça on en a parlé déjà ce matin. Il va revenir. Bon, le Messie va revenir, et donc on est d'abord dans un temps très court. Paul pense qu'il va revenir très rapidement. Et puis finalement, le temps se diffracte. C'est une temporalité qu'Hannah Arendt reprend au début de la crise de la culture. Donc on est entre deux. On est entre le moment où il est venu et le moment où il va revenir. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ce temps. Alors bien sûr, le Christ va revenir pour le salut. Ici, ce que l'on a constaté, c'est que la crise nous a mis dans une situation de catastrophe, et nous pouvons nous dire que la catastrophe n'a pas fini d'évoluer. Ou bien, on peut dire, la catastrophe a eu lieu, la catastrophe aura lieu. En tout cas, le temps s'est contracté, et nous sommes dans un entre-deux, entre l'annonce et l'advenu. Dans la Bible, on parle de temps compacté. Mais ce temps compacté, c'est en fait, pour reprendre le titre du livre de Giorgio Agamben, ce temps qui reste, et à savoir un temps dans lequel on peut gagner son salut, pour Paul. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Paul? Parce qu'en fait, Jonas était obsédé par Paul. Obsédé au sens où il a commencé ses travaux sur Saint Paul et Saint Augustin. Il a commencé en 1929 à travailler sur Augustin et le problème de la liberté paulinienne, et il a continué à travailler sur cette hypothèse pendant quasiment toute sa vie. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il continue à travailler sur Paul et Augustin, et je voudrais vous soumettre l'hypothèse suivante. C'est que avec Augustin, en fait, Jonas se trouve face à une interprétation de Paul dans un cadre pélagien et dans un cadre gnostique, manichéen. Donc, en fait, Augustin tente de trouver une issue entre une transparence pure et simple de la liberté humaine, Pélage, et un destin pur et simple, c'est-à-dire que nous sommes emprisonnés dans un monde qui n'a pas de commune nature avec nous-mêmes, le manichéisme. Et Augustin tente de trouver une solution entre ces deux opposés de la liberté. Et il me semble que ce que nous avons à affronter aujourd'hui, c'est vraiment cette idée
selon laquelle, certes, la catastrophe est en cours, mais les choses ne sont pas perdues. Donc tout est à faire dans cet intervalle qui est assez court. Et ce serait le temps de l'action. Le temps de l'action, c'est le temps qui nous permet de trouver notre salut dans l'entre-deux. Alors, c'est ce que l'on pourrait appeler le temps des problèmes pernicieux. J'ai encore 5 minutes 5. Le temps des problèmes pernicieux, hein, un temps où, alors j'emprunte le terme de problème pernicieux, c'est un peu la question du cannabis, etc., qui a énormément de dimensions sociales, dimensions économiques, dimensions sanitaires, etc. Donc on a un problème qui au départ naît dans un contexte sanitaire et qui peut trouver une pertinence quand on reprend la question de la crise écologique ou la catastrophe en cours. Enfin bon, je ne vais pas m'attarder sur la dénomination, mais ce qui nous occupe, ce serait un problème pernicieux, c'est-à-dire un problème dans lequel on voit que les causes sont multiples, elles sont interconnectées et elles ont des effets de cascade, ce qui fait que le problème pernicieux, celui qui nous occupe, est un problème qui est mal défini et qui est ouvert. C'est ça qui en fait le caractère vicieux. Hein, vous savez que les problèmes pernicieux sont des problèmes méchants. C'est ça qui en fait le caractère vicieux. Et là, je pense, se trouve aussi un lieu de paralysie de notre action. Mais si on pense que nous sommes dans ce temps où la coque du Titanic a été touchée, mais où le Titanic est encore à flot, il me semble que nous avons la possibilité de sortir de la sidération pour, d'une part, faire refluer le temps futur sur le présent, le temps imminent, le faire refluer sur le présent, et donc accomplir une boucle du présent. Alors ce que j'appellerais une boucle du présent, c'est une boucle qui peut dépasser le sentiment de la perte, hein, c'est une boucle qui doit dépasser la nostalgie d'un passé, puisque certaines choses ont été perdues, ou le seront de toute façon, mais c'est aussi un temps qui doit se libérer de l'éco-anxiété qui, elle, est plutôt tournée vers le futur, qui anticipe des pertes qui n'ont pas encore eu lieu. Donc le reflux sur le présent, c'est justement la possibilité d'investir un moment qui nous permet le salut, alors que c'est fait, alors que tout est à faire. Hein. C'est dans ce moment-là qu'il s'agit de vivre aujourd'hui. Je vous lis Jonas, donc dans ce fameux Dem Bösen Ende näher. Il n'existe pas de formule passe-partout à notre problème, aucune panacée à la maladie dont nous souffrons. Le syndrome technologique est beaucoup trop complexe pour cela, et il ne saurait être question d'y échapper. Quand bien même effectuerions-nous une importante conversion et réformerions-nous nos habitudes, le problème fondamental ne disparaîtrait pas pour autant. Donc vivre avec cette situation, c'est en quelque sorte maximiser le présent. Maximiser le présent, à la fois dans une boucle morale où on voit que nous devons agir, et cet impératif se dit à la deuxième personne du singulier, agis de telle sorte que la vie sur Terre soit possible, agis que la vie humaine reste humaine sur Terre, donc une boucle qui revient au présent sur le plan moral, mais aussi sur le plan de la sensibilité.
hein. Investir de manière sensible le monde, c'est, je pense, ce que Joëlle Zask tente de faire quand elle nous parle admirer l'éloge d'un sentiment qui nous fait grandir. J'en ai parlé hier, c'est un livre magnifique où elle montre que nous pouvons réinvestir de manière sensible la beauté du monde. Je vous la cite, comme un antidote aux écueils de notre époque, l'admiration, cette manière de nous décentrer pour nous tourner vers un événement extraordinaire qui nous étonne, admirare, qui nous propulse gaiement en dehors de nous-mêmes, sans nous affaiblir, qui nous rend modestes sans nous rapetisser et nous fait grandir sans nous narcissiser. Propose une autre voie, celle d'une relation plus juste, plus équitable et plus libre avec notre environnement, plus joyeuse aussi. Et de la même manière, quand Corinne Pelluchon propose au-delà de la traversée du désespoir, au-delà de la traversée de l'angoisse et de l'éco-anxiété, etc., d'arriver à ce qu'elle appelle l'espérance, en fait, elle dit c'est un présent résolu. Je la cite, si l'espérance suppose de prendre la mesure des dangers actuels, elle enseigne aussi à habiter le présent et à croire en l'avenir, sans ressasser le passé et en abandonnant toute rancœur. C'est ce que j'appelle la boucle du présent. C'est dans son ouvrage L'espérance ou la traversée de l'impossible à la page 13. Et donc, il me semble que cette boucle du présent est précisément ce qui nous permet de futuriser, ce que les scientifiques appellent la futurisation, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a des options, se rendre compte qu'il y a vraiment des aiguillages et qu'il y a des possibilités de choisir un scénario plutôt que l'autre, même si d'une certaine manière nous sommes pris aussi dans des prévisions et nous sommes pris aussi dans des prédictions. Donc cette boucle du présent, je la proposerai en fait comme choix délibéré pour la futurisation. Je vous remercie.